Bienvenue à tous et à toutes à cette dernière partie de Cheval Indien de Richard Wagamessé. Donc, c'est la du chapitre 49 à 56, donc les 8 derniers, de la page 232 jusqu'à la fin, presque, c'est-à-dire la page 264. Donc, on est sur 32 pages. Vous êtes prêts? Finissons-en. On s'était quitté sur... Lorsque la lueur grise de l'aube est apparue à l'est, j'ai, du bout du pied, jeté de la terre sur le feu afin de l'éteindre pour de bon. J'allais partir de nouveau. Seulement cette fois, je savais exactement où aller. Chapitre 49. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je parte. Mais c'est comme ça. Voilà ce que j'ai dit à Moses. Il s'est contenté de m'étudier pendant un moment avant de hocher la tête. Il n'était pas né de la dernière pluie et avait une longue habitude des ivrognes. On est là si tu as besoin de nous, m'a-t-il dit. Ne l'oublie pas. Je ne l'oublierai pas, ai-je dit. Après avoir reçu mon congé, j'ai pris l'autocar vers l'est. Une fois sur l'autoroute, au-delà des limites de la ville, je me suis promptement endormi. J'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Je me suis réveillé dans un matin blafard du nord de l'Ontario. Pendant que l'autocar faisait le plein, j'ai bu un café, mangé des toasts et des fruits dans un casse-croûte. Tous les passagers avaient l'air aussi fatigués que moi. Ils s'étaient attablés seuls. Sinon, pour tuer le temps, ils déambulaient dans le stationnement en buvant un café et en grillant une cigarette. Lorsque nous nous sommes remis en route, j'ai regardé le défilé, le paysage. Je me suis souvenu du moment où j'avais fait de même, assis sur la banquette arrière de la berline en compagnie de Lonnie Lapin et de la fille dont je n'ai jamais su le nom. White River n'avait pas beaucoup changé. C'était toujours une petite ville forestière du nord. Il y avait de nouvelles succursales, de grands magasins et on avait élargi la rue principale. Le vieil aréna avait été remplacé par un neuf, plus imposant. La route de gravier qui s'éloignait au-delà de la carrière était désormais asphaltée, mais le relief était resté le même. Au-delà de la carrière, on trouvait dans une vaste dépression les terres basses, les marais et le ruisseau dont nous avions capturé de petits poissons dans des lacs. Plus loin, le sol remontait en serpentant au milieu d'une forêt très dense. Lorsque le taxi est sorti du dernier tournant, j'ai perçu le pensionnat. J'ai réglé la course. Puis je me suis engagé dans l'allée. Le vieil écriteau penchait tristement d'un côté. Quelqu'un avait oblitéré la plupart des lettres à coups de fusil, et un seul, le premier S de Saint-Jérôme, était encore lisible. Le poteau qu'il retenait était criblé de projectiles, de vieilles bouteilles de vin et des canettes de bière rouillées jonchaient le fossé. Près du poteau, j'ai aussi reconnu la forme d'excréments humains. J'ai décroché la chaîne qui bloquait l'accès et je l'ai déposée sur le sol. Le chauffeur a klaxonné en s'éloignant. L'allée était ponctuée de nids de poules. Les champs où on faisait pousser des pommes de terre et des choux étaient envahis par les mauvaises herbes. Le bâtiment lui-même était délabré et vidé. Toutes les fenêtres étaient cassées. Celles des étages supérieurs avaient été fracassées à coups de balles de fusil. On voyait des trous de projectiles sur les rebords et les châssis. J'entendais les battements d'ailes d'oiseaux dans l'intérieur et le roucoulement de pigeons qui avaient élu domicile sous les combles. Les murs étaient tapissés de graffitis injurieux annonçant la damnation. Les couleurs rappelaient le sang. Les fenêtres béantes ont répercuté le crissement de mes pas sur les marches. J'avais l'impression d'être suivi par des fantômes. Les salles de classe occupaient autrefois le rez-de-chaussée et sous leurs fenêtres on plantait des fleurs. Elles étaient fanées, à présent, en bouquets recouverts de plastique et noués à l'aide d'une ficelle et de rubans. Ici et là, j'ai aperçu une poupée ou un ourson en peluche. M'agenouillant, j'ai saisi un petit camion jaune dont j'ai fait tourner les roues avec le pouce. À l'intérieur, les pupitres avaient été fracassés, les tableaux noirs arrachés. Au centre de l'une des salles, un tas de débris calcinés, vestige d'un feu qui n'avait pas pris. La sensation de cette pièce, sur mon visage, désolé. Désolé, pas une excuse, mais désolé, quelque chose qui est désolé, qui est abandonné. Les dépendances étaient en ruine. Je les ai contournées pour me rendre à l'écurie. Saccagées, elles aussi, elles empestaient la pourriture, la moisissure humide du foin et de la paille. Derrière, les bandes de la patinoire tenaient encore debout. Pour la plupart, mais le grillage qui s'étirait aux deux bouts était complètement rouillé. Il s'enroulait par endroits à la façon d'une toile. Me glissant par une brèche, je me suis avancé dans la boue et les mauvaises herbes. Un pan de terre. Voilà tout ce qui restait de la patinoire. Je me suis mis à genoux pour y toucher. « Vous ne pouvez pas rester là, monsieur. » D'un pas lent, un vieil homme voûté, ayant à son tour contourné l'écurie, s'avança vers moi. Il affichait une mine renfrognée, mais ses joues rougeaudes, gage de bonne santé, démentaient son expression. « J'ai habité ici autrefois, » j'ai expliqué. « Ça ne change rien.
Ils ont été nombreux ici. Vous pouvez voir jusqu'à quel point les visites ont été chaleureuses. Je ne suis pas venu depuis la fin des années 60. Le pensionnat a fermé en 1969. En pratique, il a fermé quelques années plus tôt. La plupart des enfants avaient fui et plus personne ne se donnait la peine de les retrouver. La ville se prépare à vendre le terrain. Le bâtiment est drôlement saccagé, hein? Il reste rien que des déchets. Mais il y a encore du monde qui vient. Certains soirs, je vois des feux. En général, j'attends le matin pour chasser les intrus. Ils ont la gueule de bois ou ils sont juste fatigués. Souvent, ce sont les mêmes, d'une fois à l'autre. J'ai serré la main décharnée qui me tendait. Je m'appelle Jim Gibney. Saul. Saul, cheval indien. Cheval indien? Pas facile à porter comme nom, hein? Nos Indiens sont plutôt des renards, des martins, des wassakassis et des wabous. Tu es resté longtemps ici? Je suis parti à 13 ans. J'étais arrivé tout petit. Gibney a désigné la patinoire d'un ample geste du bras. Tu jouais? Un peu. T'étais bon? La patinoire était plus petite que celle des arénas. Je m'en rendais compte à présent. Les coins étaient moins arrondis, les bandes étaient moins hautes qu'elles auraient dû l'être. Je me suis souvenu d'avoir pourchassé des rondelles dans la neige qui me montaient jusqu'aux cuisses et de les avoir relancées aux joueurs qui attendaient impatiemment, leur souffle comme des nuages d'orage dans l'air glacial de l'hiver. Ils n'ont pas pu me garder dans l'équipe. Ben, ce n'est pas Wayne Gretzky qui veut. Bon, Saul, prends tout le temps qu'il te faut. Assure-toi juste de raccrocher la chaîne en partant. Ça empêche les vaches d'entrer au moins. Pendant que Gibney s'éloignait d'un pas nonchalant, je me suis dirigé vers la bande et je m'y suis accoudé. La structure en bois a chancelé sous mon poids. Seuls les oiseaux qui s'interpellaient dans les arbres à la limite du champ brisaient le silence. J'ai fermé les yeux dans l'air immobile. J'ai entendu les cris excités des garçons, les sons des bâtons qui heurtaient la glace et celui du caoutchouc durci frappant la bande. Je me suis rappelé la piqûre des cristaux de glace, l'engourdissement de la plante de mes pieds dans mes minces bottes de caoutchouc, la sensation du manche de la pelle dans ma main, tandis que je travaillais, excité de voir la glace apparaître, chaque respiration laborieuse transformant un travail d'homme en jeu d'enfant. J'ai pleuré. Là, devant les vestiges d'une patinoire, j'ai pleuré. Et brusquement, je me suis souvenu. Je me suis souvenu du jour où je m'étais tenu là avec le père Leboutier pour une journée d'hiver idéale. Les nuages formés par mon haleine s'élevaient autour de mon visage, et le bruit des garçons qui patinaient était amplifié par l'air froid, immobile. Pendant le match simulé, il m'indiquait des détails en les pointant avec son bâton. J'étais très attentif. Après un beau jeu, il a tapé sur le haut de la bande avec sa main et je l'ai imité. Il s'est tourné vers moi et a souri. Puis il m'a caressé la tête avec son gant de hockey. « Ce sport fait ressortir ce qu'il y a de meilleur en toi, Saul, » a-t-il dit. Je me suis rappelé un match que nous avons regardé à la télévision dans ses appartements. Quand les Canadiens ont marqué un but, nous avons célébré. J'ai trépigné en proie à une jubilation enfantine, tandis qu'il a battu des mains. Puis il s'est levé et m'a entraîné contre lui. Ensuite, il a blotti mon visage contre son corps en se balançant d'avant en arrière sur ses talons. Je sentais la tiédeur de sa grande main, l'odeur de son savon, le tissu de ses habits qui me grattait la peau, la boucle de ma ceinture sur mon menton. Mon ange, l'ai-je entendu dire. Quand il s'est agenouillé pour me bercer dans ses bras, je n'ai éprouvé ni honte ni crainte. J'ai seulement senti de l'amour. J'avais tellement envie que quelqu'un me serre dans ses bras, me caresse. Il a pris mon visage dans ses mains pour m'embrasser et j'ai fermé les yeux. J'ai songé à ma grand-mère, à la chaleur de ses bras autour de moi. Ce contact me manquait tellement. Tu es glorieux, Saul. C'est ce qu'il me répétait. Ce sont les mots qu'il murmurait à mon oreille dans la lumière tamisée de ses appartements. Les mots qu'il prononçait lorsqu'il entrait furtivement dans le dortoir et glissait sa tête sous les couvertures. Les mots qu'il employait quand, au fond de l'écurie, il baissait mon pantalon. Bref, les mots qu'il bredouillait en tripotant, en pelotant, en tirant et en suçant. Wow, plus ça avance, plus c'est suspect. Les derniers mots qu'il me susurrait avant de repartir en ajustant ses habits de prêtre. Tu es glorieux, Saul. Ces mots d'amour à lui. Et il m'avait accordé le privilège de déblayer la patinoire pour acheter mon silence, préserver son secret. Il m'a promis que je pourrais jouer quand je serais assez grand. Cette perspective m'emballait tellement que j'ai tenu ma langue. J'aimais tellement l'idée d'être aimé que je faisais ce qu'il me demandait. Quand je me suis surpris à y prendre du plaisir, je me suis senti sale, répugnant, tordu. Les entraînements matinaux secrets me rapprochaient du sport dont j'étais fou, tout en me dissociant de l'horreur. Je me suis servi du sport pour ne pas voir la vérité, pour ne pas avoir à y faire face jour après jour. Plus tard, après mon départ, le hockey m'a aidé à oublier. Tant et aussi longtemps que je pouvais m'y perdre, je réussissais à m'envoler,
à m'envoler sans jamais me poser sur le sol, calciné de mon enfance. J'ai éprouvé un haut le cœur, j'avais la gorge à vif. La rage a pris la forme d'une fièvre qui, née de la base de mon échine, me traversait le ventre. Et j'ai frappé la bande jusqu'à en avoir les jointures à vif. Les lames ont jailli. Je me suis écroulé sur le sol, la tête enfouie dans mes bras. Je me suis réfugié dans le hockey. Je me suis perdu, prêt à tout pour profiter de ce moyen d'évasion. D'où l'abandon avec lequel je jouais. Je cherchais à m'abandonner à moi-même. Quand le racisme des spectateurs et des autres joueurs m'a transformé, j'ai été fou de rage, car il me privait de la seule protection dont je disposais. J'ai alors compris que le sport ne pouvait plus rien pour moi. La vérité au sujet des agressions que j'avais subies et du viol de mon innocence était remontée à la surface. Et j'ai eu recours à la colère, à la fureur et à la violence physique pour m'en détacher. Quand je me suis rassis, le soleil baissait dans le ciel. Une brise fraîche soulevait la poussière à mes pieds. Je devais marcher longtemps pour regagner la ville. Je savais où j'irais ensuite. Chapitre 50. Décidément, il y en a beaucoup. J'ai dormi dans l'autocar de Kenora, plus au nord. J'ai tout juste pris le temps d'avaler une bouchée dans un petit café avant de héler un taxi qui m'a conduit à Minaki. J'y suis arrivé en début d'après-midi. C'était encore une escale ferroviaire sous-utilisée, doublée d'un camp de travail pour ouvriers, du chemin de fer. Il y avait beaucoup de Djiboués qui, après ce que j'ai observé, vivaient pour la plupart dans des taudis construits par le gouvernement dans une dépression, derrière le Minaki Lodge, établissement que fréquentaient les touristes fortunés. J'ai trouvé un propriétaire de canot à moteur qui avait besoin d'argent facile et je lui ai loué son embarcation. J'y ai entassé des fournitures, un bidon d'essence et une petite tente. Le type a semblé satisfait de la poignée de billets que je lui ai refilée. Pendant que je faisais mes achats, je l'ai vu faire la queue pour se procurer de l'alcool. Le soleil disparaissait derrière la cime des arbres lorsque je me suis engagé sur la rivière, suivant le fil de l'eau, vers le lac de Dieu. La rivière était comme dans mes souvenirs, noire comme du thé, grouillante de secrets. Le niveau de l'eau était élevé, le courant puissant, la rivière, une énorme créature serpentine qui ondulait, s'incurvait. Le moteur au ralenti, j'ai laissé la rivière m'entraîner, ne mettant les gaz que de façon intermittente, pour rester dans les eaux les plus profondes et éviter les énormes rochers qui se dressaient de loin en loin dans les bas-fonds invisibles. En s'évasant, la rivière, démultipliée en chenaux et en passages, cheminait au milieu d'îles rocheuses, dénudées d'autres et d'autres plus vastes, recouverts d'arbres. Le jour baissait, conférant au rivage un aspect mystique, et je me suis souvenu des histoires que me racontait ma grand-mère à propos de ce cours d'eau qui irriguait les ombres des nôtres. Le silence était profond, pas de vent. J'ai remis le moteur au ralenti et laissé une main sur la poignée. J'étais comme un bout de bois flotté que le courant apportait à sa guise. Sentant l'air frais fraîchir, j'ai obliqué vers une île de grande taille, où j'ai décidé de camper pour la nuit. Bientôt, j'avais un bon feu ronflant. Je me suis assis tout près pour me réchauffer en contemplant les flammes. Malgré le réconfort que me procurait le territoire, je sentis une plainte se procurer au creux de mon ventre. Quand il s'est échappé, j'ai été terrifié par ses sonorités anciennes. M'enroulant dans une couverture, je me suis recroquevillé sur moi-même, les yeux hermétiquement clos. Tu es libre. Voilà ce que m'a dit le père Lebouty la dernière fois que je l'ai vu. Libre d'aller où le sport me conduirait. J'étais tremblant de rage à cette évocation. Je n'ai jamais été libre. Il était mon ravisseur, le gardien de mon innocence. Il s'était servi de moi. Je me sentais heureux. Je me sentais haineux, aigri et brûlant. Ce glorieux Saul. J'ai répété les mots jusqu'à ce que la pression accumulée en moi me force à me mettre debout. J'ai botté des racines, des cailloux et des bouts de bois en poussant des hurlements hystériques, brutals, souffrants. Quand je n'ai plus été capable de crier, j'ai saisi la hachette que j'avais apportée et je me suis attaqué à une souche. Je l'ai frappé de toutes mes forces, jusqu'à en avoir les bras et les épaules en feu. Après avoir tant pleuré et sué, j'avais la sensation de m'être complètement desséché. J'ai clopiné jusqu'à la rivière, je me suis enfoncé jusqu'aux genoux pour m'asperger d'eau. Les mains en coupe, j'ai bu. Un peu calmé, bu de l'eau. Je me suis calmé à l'aube devant la fumée qui montait paresseusement des braises presque éteintes, au milieu du brouillard qui s'élevait de la rivière. Abandonnant le camp, j'ai orienté le canot dans le sens du courant. Chapitre 51. Je suis arrivé au lac de Dieu en début de l'après-midi. J'avais toujours l'impression d'avoir avalé du papier de verre. J'ai portagé dans un silence sinistre. Les ombres allongées semblaient de mauvais augure. Arrivé à l'extrémité ouest du lac, j'ai regardé de l'autre côté et j'ai eu la sensation de ne jamais être parti. Je n'avais jamais fait le tour du lac à pied. J'ai comblé cette lacune le jour même.
chaque pas en direction de notre ancien campement familial, me ramenant vers le passé. La colère emmagasinée dans mon ventre s'est dissipée. Brusquement, je pensais plus clairement. J'ai marché avec un sentiment de paix inédit. Je tendais la main pour caresser les larges fourrés de fougères, les troncs d'arbres, les feuilles, les herbes. Une partie de moi avait gardé le souvenir de chacune de ces sensations. L'air riche embaumait la terre avec un soupçon de marécage et de tourbière, de choses mortes et de choses vivantes mêlées. Partout, des chants d'oiseaux, je suis sorti des arbres à une 50aine de mètres du pied de la falaise. En m'agenouillant sur la plage de galets, j'ai levé les yeux vers le sommet. Les nuages se déplaçaient à la façon de créatures animées, vivantes. J'ai fermé les yeux, au bord des larmes, et j'ai entendu mon nom chuchoter. Ouvrant les yeux, j'ai vu une flottille de canots s'avancer en planant vers le rivage. Benjamin, ma grand-mère avec mon grand-père Solomon, ma mère et mon père, des inconnus que j'ai pris pour d'anciens membres de ma famille, des visages parcheminés, tannés par le vent, parcourus de rides et de sillons profonds. Les miens. Et Chabouguaïsik lui-même était là, pagayant en solitaire à bord d'un canot en écorce de bouleau qui, malgré son aspect ancien et frêle, flottait à la manière d'un fétu de paille. Il a soulevé le plat de sa rame en guise de salut, puis a échoué son canot sur le rivage et a mis pied à terre. Campé à quelques pas de moi, il m'a étudié avec soin. Ça fait un long bout de chemin, s'est dit enfin. Oui, ai-je répondu. Tu as fait mon voyage. Qu'est-ce que je dois apprendre ici? D'un geste du bras, il a balayé le sac, le rivage et la falaise derrière nous. Tu es venu apprendre à porter ce lieu en toi. C'est un lieu de début et de fin. Levant les yeux, j'ai vu un aigle tourner au-dessus de la falaise. Chabouguaïsik a posé la main sur mon épaule. Soudain, nous étions au sommet de la falaise. Il a placé un petit sachet en peau dans ma main droite et une large plume d'aigle dans la gauche. Il a posé sur moi un regard empreint de bonté. J'ai de nouveau fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, il avait disparu. Je suis resté au bord de la falaise avec mon petit sac et ma plume d'aigle, tandis que les membres de ma famille en cercle autour du feu au milieu des arbres levaient les yeux sur moi. Un chant doux, bas comme une prière, est monté des canaux. J'ai pris une pincée de tabac dans la blague et je l'ai brandi en direction de l'étoile du soir. Au même moment, le ciel s'est coloré de violet, de bleu et d'indigo. Le chant s'est élevé et de grands aurores boréales sont apparus et ont dansé sous l'œil imperturbable de la lune. J'ai laissé libre cours à mon chagrin, laissé s'écouler jusqu'aux dernières gouttes de tristesse et de désespoir, de solitude et de regret. J'ai pleuré jusqu'au tarissement complet de mes larmes. Alors j'ai entendu mon nom. Saul. La lune, semblable à la surface d'un tambour, s'accrochait dans le ciel. Sous mes yeux, elle a pris l'aspect d'une patinoire où de jeunes Indiens chaussés de patins décrépits riaient en proie à l'excitation du jeu. Le plus petit, sur ses patins trop grands pour lui, zigzaguait entre eux à toute vitesse. J'ai offert du tabac au lac où tout a commencé et où tout a fini, à la falaise qui avait fait de ce lieu le fief de ma famille, et j'ai récité une prière à Nojibwe pour dire merci. Chapitre 52. Je suis retourné vivre au centre Aube Nouvelle. Ce n'était pas prévu. Je n'avais rien planifié. Tout ce que je savais de façon certaine, c'est que je n'apprendrais à vivre le présent qu'en revenant sur mes pas, en revisitant les lieux marquants de ma vie antérieure. Simple intuition, j'imagine, mais j'ai senti le besoin de revoir le pensionnat tout autant que le lac de Dieu. Je suis donc retourné au lac pour parler. J'y suis retourné pour dire la vérité que j'avais découverte au plus profond de mon être. J'y suis retourné dans l'espoir d'apprendre à vivre sans boire. J'y suis retourné parce que j'avais besoin de prendre un bon départ sur une route nouvelle. Je savais que ce serait difficile. Il arrive que les fantômes s'attardent. Ils planent dans les recoins les plus obscurs et se manifestent au moment où on s'y attend le moins, réaffirmant l'emprise qu'ils exerçaient sur vous du temps que de leur vivant. Je n'avais aucune envie d'être hanté. Je vivais ainsi depuis trop longtemps déjà. J'ai donc passé l'hiver au centre. J'ai beaucoup travaillé avec Moses et j'ai appris à soulever le couvercle que j'avais posé sur ma vie pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Tâche pénible par moments terrifiante, mais j'ai fait le voyage. Dès que je me suis senti confiant, sûr de mes sentiments et de mes nouvelles compétences, je suis allé frapper à une porte que j'avais évitée depuis très, très longtemps. C'était juste après le premier dégel. Fred Kelly ouvert et son visage s'est fendu d'un large sourire. Il avait bien vieilli. Il avait les cheveux argentés et quelques kilos en plus. « Regarde qui est là !» il dit en tenant la porte pour me laisser entrer. La maison n'avait pas du tout changé. Elle était propre et ordonnée. La lumière entrait à flot par les fenêtres et l'air sentait les gâteaux, les biscuits. Je me suis demandé comment on peut mener une vie où tout est placé, tout est en place, fixé, déterminé par la force de la mémoire, des souvenirs qui s'y rattachent.
C'était, me semblait-il, la composition d'un foyer, les articles que nous conservons, la somme de nous. Après s'être excusé, Fred est monté à l'étage. Je me suis assis sur le canapé du salon. Il est revenu avec Martha. Dans l'embrasure de la porte, enlacés, ils m'ont regardé sans rien dire. Je me suis levé. Nous ne savions pas quoi dire. Asseyons-nous, enfin proposé Martha. Ils ont pris place dans les fauteuils qui faisaient face au canapé. Je me suis assis tout au bord, les avant-bras sur les genoux, les mains jointes. Je tapotais nerveusement la moquette du bout des orteils. Martha me dévisageait, les larmes aux yeux, un coin de son tablier serré dans son poing. S'étirant, Fred a proposé une main sur la sienne. Je pensais que je saurais quoi dire en arrivant, ai-je lancé pour commencer. Je me trompais. Fred a haussé les épaules. On accorde trop d'importance aux mots. Des fois, il est préférable de rester assis, tout simplement, de prendre le temps de refaire connaissance. En fait, je n'ai jamais accordé beaucoup d'importance à la parole, mais je me corrige. J'ai fait des progrès, en tout cas. Ai-je dit. Il y a des choses que je n'ai jamais confiées à personne. À propos du pensionnat, a dit Fred tout doucement. Oui, on est au courant, Saul, a dit Martha tout bas. Depuis le début, pas dans les détails, mais on est passé par là, nous aussi. Et ils nous ont appris à nous cacher à nous-mêmes, a entraîné Fred. J'ai mis une éternité à être capable de regarder ma vérité en face. Je l'ai fui pendant des années. C'est dur, ai-je dit. C'est le plus dur, a-t-il confirmé. Ça avait été... Ses mots sont restés en suspension. Je l'ai regardé. Il baissait les yeux, les mains jointes. Puis il m'a regardé d'un air placide et a hoché la tête. Oui, a-t-il avoué, plusieurs fois. J'ai senti monter les larmes et en pesant les lèvres, j'ai regardé par la fenêtre. Ça m'a beaucoup tout goûté. Écoutez, et je dis, ça coûte tout ce que nous avons, dit Fred. C'est la faillite totale. Les plus chanceux réussissent à se reconstruire. Il y a des tas d'enfants qui n'ont pas eu cette chance. J'y suis retourné, et je dis, j'y retourne toujours. Encore maintenant? Chaque année. Je fais l'offrande d'un peu de tabac et je cherche le pardon. Vous l'avez trouvé? Il a bu une gorgée et a reposé sa tasse avec lenteur. C'est un long chemin, a-t-il dit. Je ne suis pas sûr d'être capable de le suivre jusqu'au bout, vous comprenez? Je ne suis même pas certain de le vouloir. Ça fait partie du processus, dit Martha. J'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à y arriver. Je ne suis même pas sûr d'avoir réussi. J'ai ma vie ici. C'est elle qui me guérit. Le temps, la distance, ne pas y penser. Il violait tout le monde? Ma question était accueillie par un long silence. Avec raison. Au loin, j'entendais la rumeur de la série et celle d'un train. J'ai attendu. Ils fixaient tous les deux le sol. Les viols ne sont pas tous sexuels, Saul, a dit Martha. Quand ils vous assiègent l'esprit, c'est aussi un viol, a ajouté Fred. J'ai hoché la tête. C'est comme ça que je me suis senti, assiégé. Et maintenant, a demandé Fred, je suis fatigué de la vie que j'ai menée. Je veux bâtir du nouveau sur l'ancien. J'ai eu envie de revenir. C'est le seul endroit où j'ai le sentiment que quelque chose est possible. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Je veux juste explorer ce qui est possible. Je me tordais les mains en les regardant. Fred s'est une fois de plus étiré pour prendre la main de Martha. Ils se sont souris. On a toujours espéré que tu le ferais un jour, a dit Martha. On a eu envie de partir à ta recherche, mais on savait que c'était impossible. Il fallait que tu trouves ton chemin tout seul. Le pire, c'est qu'on savait que ce chemin serait ardu. Mais on a dû te laisser aller. Ils nous ont vidés de l'intérieur, Saul. C'était pas de notre faute. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous est arrivé. Aucun de nous ne l'est, a dit Fred. Mais guérir, ça nous appartient. C'est ce qui m'a sauvé. Savoir que c'était à moi de jouer. Ça risque d'être long, je dis. Et après, a-t-il demandé, garde ta palette sur la glace et tes pieds en mouvement. Le temps arrange bien les choses. Ça, je sais le faire, ai-je dit. Je sais que tu sais, a-t-il répondu. Chapitre 53. On a lu la moitié de la fin. Virgile travaillait à la mine comme superviseur. Marié, il avait 3 garçons. L'époque des tournois organisés dans des réserves éloignées était depuis longtemps révolue et on trouvait désormais des équipes composées d'Autochtones dans les ligues municipales et amateurs de tout le Nord. Les enfants autochtones s'intégraient plus facilement dans les équipes établies. Les tournois autrefois tenus dans les réserves prenaient dorénavant la forme d'énormes championnats auxquels se déroulant dans des villes comme Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Sudbury et Timmins. Jusqu'à 24 équipes y prenaient part et le niveau était si relevé que la présence de recruteurs de la Grande Ligue dans les estrades ne semblait plus incongrue. Les orignaux avaient vieilli, déménagé
Certains s'étaient mariés. Le noyau restant formait ce qu'ils s'appelaient désormais les mineurs de Manitou-Wadgay. Évoluant dans un circuit senior B, l'équipe n'avait toujours pas de championnat à son actif. Mais c'était une bonne équipe. Fred m'a tout raconté pendant que nous mangions le repas préparé par Martha. Tu as seulement 33 ans, Saul, m'a-t-il dit. Les mineurs auraient bien besoin d'un joueur comme toi. Attends, il a gagné 15 ans en quelques chapitres. Les mineurs auraient bien besoin d'un joueur comme toi. Je n'ai pas joué depuis mon départ. Je n'ai même pas chaussé de patin. Un talent comme le tien ne disparaît pas comme par enchantement. Pendant que nous mangions, je leur ai parlé du père Le Boutillier, du fait que le hockey avait assuré ma survie émotive et mentale. Je leur ai raconté comment je réussissais à me perdre complètement dans le jeu. Le jour où cette capacité m'avait abandonné, j'ai été dépossédé de ma joie et de la couverture complexe qu'elle m'offrait. Ils m'ont écouté en hochant la tête. Après mon récit, nous sommes restés silencieux. Ce que j'aimerais, je crois, c'est devenir entraîneur, et je dis enfin. Entraîner de jeunes autochtones. Je veux les aider à trouver la vitesse, la grâce, la force et la beauté de ce sport. La joie que j'éprouvais à le pratiquer. Je voudrais redonner en faisant profiter d'autres que moi. Martha a souri. Virgile cherche un entraîneur. La mine parraine une équipe bantam. Virgile a essayé de s'en occuper, mais il n'a pas beaucoup de temps et avec ses corps de travail et tout le reste. Il y a un entraînement ce soir, au cas où tu aurais envie de jeter un coup d'œil, a dit Fred. La saison tire à sa fin, non? Ai-je demandé. Encore 2 parties à jouer, ça ne t'empêche pas d'aller faire un tour. Où ça? La ville a construit un gros aréna qui nous a coûté les yeux de la tête il y a quelques années. Avec un toit qu'on peut voir d'à peu près n'importe où. Je t'emmène si tu veux. Je préfère marcher. J'ai envie de redécouvrir la vieille ville. Elle n'a pas beaucoup changé. Quelques grands magasins de plus, de nouveaux habitants. Mais ce n'est encore une ville minière et forestière. Ça ne changera jamais. En ce qui me concerne, c'est parfait. Et je dis. Chapitre 54. Appuyé sur la bande, il donnait ses directives en pointant la glace avec son bâton. Je l'ai entendu crier ses consignes dès que je me suis éloigné du hall et que j'ai commencé à descendre les marches. Il me tournait le dos. C'était un large dos. Je me suis installé à une quinzaine de rangées de la patinoire pour observer son travail. Il était comme son père. Il laissait faire les joueurs et n'arrêtait le jeu d'un coup de sifflet que quand il avait un détail précis à signaler. Les garçons l'écoutaient. La bouche ouverte, ils le regardaient, un genou sur la glace. Respirant comme des étalons devant la ligne de départ. Il parlait trop bas pour que je discerne ses propos, mais je me suis rappelé le ton de sa voix, profonde, grondante, grave. Aussitôt qu'il avait terminé ses observations, les garçons se remettaient debout et après un nouveau coup de sifflet, ils recommençaient à tourbillonner sur la patinoire. Ils étaient rapides, ils étaient beaucoup plus raffinés et acrobatiques que nous au même âge. Ils avaient été bien entraînés. Virgile leur a fait faire des exercices de passe et de patinage rapide. Les garçons s'élançaient d'un bout à l'autre de la patinoire, par vagues de 3. Je décelais l'excitation dans leur voix. Au bout de 5 minutes, il les a laissés s'entraîner tout seuls et ils ont répété les exercices à 6 reprises. Puis il a donné un coup de sifflet avant de les rappeler près du banc. Je me suis rapproché de quelques rangées pour pouvoir l'entendre. Bon, on simule une partie maintenant, a-t-il dit. Je veux que vous fassiez des sorties de zone rapide pour empêcher la défensive d'engorger la zone neutre. Utilisez votre vitesse, libérez-vous, vous aurez de meilleures chances de recevoir la rondelle. Je veux des passes précises et des offensives qui se terminent par des tirs au bout du poignet de 5 mètres au maximum. Pas de tir frappé et pas de feinte pour le moment. Prêt? On y va. Il n'a patiné jusqu'au centre, où il a mis la rondelle au jeu avant d'aller s'accouder sur la bande. L'équipe était implacable. Les joueurs parcouraient la glace dans les 2 sens, harmonieusement, efficacement, et chaque attaque se soldait par un brusque tir du poignet. Il patinait depuis 10 minutes lorsque je me suis campé derrière lui sans faire de bruit. Le 15 est au centre naturel, ai-je dit. Il voit trop bien le jeu pour perdre son temps à l'aile. Il s'est retourné et a arqué le sourcil en me voyant. C'est un petit bout de cul. Les gros vont l'empêcher de jouer son jeu. Mais pas s'il met sa vitesse à profit. Sur le dos, ils vont tous à la même vitesse. Et ils sont tous de la même taille. T'en sais quelque chose, s'il dit. Tu vas passer toute ta carrière sur le dos. De toute évidence, tu en as manqué la moitié. Celle où j'étais à plat ventre. Penses-tu?
Seulement, je suis trop délicat pour t'en parler, répondit Virgile. Depuis quand tu es rentré? Assez longtemps pour avoir dîné et bavardé avec tes parents. Tu as bas de mine. Tu peux attendre. Tu peux attendre pour les bisous? Désolé, il a grogné. Je pense que je préférais encore embrasser l'extrémité nord d'un orignal en partance par le sud. J'ai déjà été un orignal. Il a pivoté sur ses patins et appuyé sur la bande me regardait d'un air sévère. J'ai l'impression que ça fait une éternité. Partir comme ça, maudit. Pour un peu, je t'aurais assommé. Tu as encore envie? Peut-être, j'ai répondu. Tout dépend de ce que tu as à dire pour ta défense. On prend une bière pour en discuter? Je ne bois pas. Plus maintenant. J'ai bu. Ça ne m'a pas trop réussi. Me lâcher la tête. Très bien. J'accompagne les garçons jusqu'au vestiaire et on discute un peu de stratégie. Pourquoi tu ne m'attendrais pas dehors? J'en ai pour 10 minutes au maximum. OK, ai-je dit. Je l'ai vu mettre un terme à l'entraînement. En suivant ses joueurs dans le couloir qui conduisait au vestiaire, il m'a jeté un coup d'œil. Surtout, ne va pas disparaître, s'il dit. Pas de danger. Je suis là. 10 minutes au maximum. Chapitre 55. Nous nous sommes assis dans les estrades, tandis que le préposé s'occupait de la surface glacée. Un long silence s'est installé entre nous et j'ai cherché les mots pour le rompre. Virgile, les mains en coupe devant son visage, regardait droit dans le vide. Et j'ai alors compris combien il était difficile de rendre compte du passage des années, de cerner et de raconter la vie, par nature insaisissable qui les a meublés. J'ai aussi compris que le temps ne guérit pas tous les maux. J'aurais voulu tous rassembler dans une seule phrase brillamment composée, dans un souffle succinct et sans effort. Peine perdue. Je ne savais pas par où commencer. En fin de compte, il s'en est chargé pour moi. Tu es un de ceux-là, hein? Un de ces enfants que les pensionnats ont complètement démolis. Une fois, mon père m'a parlé de ce qu'il a subi. Quand mes parents m'ont dit qu'ils voulaient t'accueillir ici, j'ai compris. Je suppose, même à l'époque. J'ai su qu'il n'était pas uniquement question de hockey. Moi, je ne savais pas. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Seulement depuis l'année dernière, en fait. Petit Jésus. Je pense qu'il n'a rien eu à voir avec tout ça. Dans tout ça, ai-je dit. Il s'est tourné sur mon siège. Je sais, excuse-moi. Maudit choix de mots. Il a fixé la glace pendant que je lui parlais du père Leboutier. Je lui ai aussi parlé de ma famille et des circonstances dans lesquelles j'avais atterri à Saint-Jérôme. Je lui ai parlé de la rage qui s'était accumulée en moi et je n'avais jamais compris, que je n'avais jamais comprise, de l'effet corrosif qu'elle avait eu sur tout, le hockey compris. Je lui ai parlé de l'errance, des petits boulots, des petites villes, puis je lui ai parlé de l'alcool. L'ultime soupape, lui ai-je expliqué. La boisson te laisse respirer mais pas vivre. Du moins pas vraiment. Elle te laisse vivre des choses mais elle t'empêche de sentir. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé dedans si facilement. Pourquoi je me suis enlisé à ce point. J'ai juste cru que j'étais fou. En réalité, j'étais seulement blessé. Je me sentais seul, coupable, honteux et surtout très, très triste. T'as envie de pourchasser cet enfant de chienne? De lui faire goûter la souffrance que t'as endurée? Demandait Virgile. Je n'avais toujours pas détourné les yeux de la patinoire. Ouais, au début. Puis à force de travailler sur ces questions, j'ai compris que ce n'était pas le seul. Si je devais retrouver tous les coupables, j'en aurais pour une éternité. J'ai fini par me rendre compte que je pouvais juste m'occuper de moi-même. Il s'est enfin tourné vers moi. Ses joues ruisselaient de larmes. 5 minutes dans une pièce, avec chacun de ces salauds. C'est tout ce que je demanderais. Pour tout ce qu'ils ont fait à mon père, à ma mère, à mes parents et à toi. À mes grands-parents et à toi. Bande d'enfants de chiennes. Je savais. Je sais. Ça fait encore mal. Ça va faire mal encore longtemps. Mais je suis au courant maintenant. Je suis au courant que j'ai des moyens de faire face. Des moyens plus efficaces que la fuite, l'abandon des autres, la bagarre et l'alcool. Ah ouais? Comme quoi, par exemple? Il s'est déplacé de manière à me jeter un regard oblique. Revenir ici, pour commencer. Je me suis toujours senti chez moi ici. Trouver un emploi, travailler, partir le matin avec un sac repas. C'est plus curatif qu'on pourrait le penser. Puis je me suis dit que je cherchais une équipe à entraîner. Il a arqué les sourcils. Tu es encore jeune. Tu peux encore jouer. Merde, les mineurs auraient bien besoin de toi. Ils auraient sûrement les mineurs, le métier. Hein. Ils auraient besoin de cet autre type, Virgile. Du paquet d'os avec la vitesse et des feintes à revendre. Mais je ne suis plus ce gars-là. Je veux redécouvrir la joie du hockey. Ça, c'est sûr. S'il y a une autre chose que j'ai apprise au centre où j'étais, c'est que la meilleure façon de se réapproprier quelque chose, c'est de donner. Je veux devenir entraîneur. Je pourrais faire quelque chose de ce numéro 15, par exemple. Virgile a souri. C'est mon fils, Billy.
Il a 11 ans, presque 12. Mais il joue avec des bantams. Ça me fait beaucoup penser à un marchand de vitesse que j'ai connu, dans le temps. Il te connaît, tu sais. Moi? Comment? Tu es une légende, Saul. Une vraie maudite légende. Personne n'a jamais joué comme toi. Tous les joueurs de Zorigno ont parlé de toi à leurs enfants. Ils sont encore dans les parages? Pas tous, mais la plupart, oui. Ils ont des bédaines de bière et de la graisse en masse. Une flopée d'enfants, comme moi, une femme. Pieds et poings liés, comme on dit. Tard le soir dans la patinoire, tard le soir, quand la patinoire est libre, on se retrouve pour une petite partie improvisée. On parle de toi. Tu penses qu'il serait content de me voir? On a justement la patinoire ce soir. T'as qu'à venir vérifier par toi-même. Chapitre 56, le dernier chapitre du livre. La gloire blanche d'une patinoire. J'ai déniché une paire de patins d'occasion au magasin du sport, ainsi qu'un bon bâton. Et je suis resté devant la porte du banc des joueurs. Je contemplais la glace, tremblant. J'ai dit à Virgile que j'avais besoin d'un peu de temps pour retrouver mes jambes. Il a compris que, pour moi, il ne s'agissait pas que de renouer avec le patinage. Il s'est donc arrangé pour me laisser la glace à moi, toute seule, pendant 1 heure, avant l'arrivée des autres. Je me suis mis en tenue sur le banc. Tête baissée, j'ai noué les lacets de mes patins, les narines pleines d'odeur de la patinoire. Bois, sueur, crachat, cuir. Me levant, j'ai fait face à la glace. C'était étourdissant. Elle s'étendait devant moi, tel un monde à part. C'en était un. Je connaissais sa géographie, ses brises, ses frissons. Je suis resté immobile pendant 5 bonnes minutes. Une fois sur la glace, j'ai été incapable de bouger les pieds. Puis je me suis laissé glisser jusqu'à la bande du côté opposé, que j'ai agrippé à 2 mains. Puis je me suis retourné et adossé à elle, j'ai contemplé la totalité de l'ovale. J'ai pincé les lèvres. J'ai alors compris que le trou laissé par une chose qui vous manque ne peut être comblé que par elle. La sensation de la patinoire sur mon visage. Après avoir fermé les yeux, je me suis éloigné de la bande. Sans me presser, je me suis dirigé vers le centre, où j'ai lentement fait le tour du cercle rouge. Puis j'ai patiné vers la bande et j'ai contourné le filet à une extrémité. Ensuite, je suis parti dans l'autre sens en poussant plus fort. Je n'avais pas de rythme, que l'effort de me propulser vers l'avant. Il y avait eu un entraînement juste avant. Quelqu'un avait laissé une boulette de ruban gommé sur la glace. Je l'ai saisie avec la palette de mon bâton. C'était comme une crotte de cheval. Puis j'ai patiné mollement d'un bout à l'autre avec la boulette de ruban sur mon bâton. Ensuite, je l'ai fait passer derrière entre mes jambes et j'ai pivoté sur une lame avant de récupérer ce disque de fortune. Je l'ai catapulté dans le coin supérieur du but et j'ai ri alors. J'ai ouvert la bouche et laissé entendre un grand éclat de rire. J'ai repris la boulette de ruban patinée plus vite sur cette glorieuse surface de glace blanche. J'ai patiné jusqu'à ce que mon visage soit ruisselant de sueur. J'ai patiné jusqu'à ce que mes jambes retrouvent leur élasticité et que je sois à bout de souffle. J'étais loin d'avoir ma vitesse d'antan, mais je savais encore patiner. Lorsque je me suis penché pour sortir la boulette de ruban du but, une vraie rondelle a rebondi sur la barre, au fond du filet. En me retournant, j'ai vu Virgile près de la porte, en compagnie de Fred et de Martha. Même dans un trou perdu comme ici, on se sert d'une vraie rondelle, dit Virgile, en sautant sur la patinoire. Les vieilles habitudes ont la visure, ai-je dit quand il est arrivé à ma hauteur. Une ère nouvelle. Les gars sont là, eux et quelques autres, a-t-il répondu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a fait un signe du bras et Fred est entré sur la patinoire. Derrière lui se trouvaient 5 des premiers joueurs des Zorigno, que j'ai reconnus malgré le passage des ans. Derrière eux, j'ai aperçu quelques jeunes de taille et d'âge divers, et plus loin des jeunes filles et des femmes plus âgées. Tous avaient un bâton de hockey dans les mains. Ils se sont avancés en éventail et ont formé un cercle autour de nous. Depuis le banc, Martha a agité la main. « Mieux vaut former les équipes selon la bonne vieille méthode », a dit Stu Petit Chef en me saluant d'un geste de la tête. « Tu nous fais l'honneur, Saul? »« Avec plaisir, ai-je répondu. Les joueurs ont déposé leurs bâtons dans le cercle du centre. M'étant avancé, j'ai commencé à pousser les bâtons vers les 2 lignes bleues. Lorsqu'il n'en est plus resté, les équipes étaient formées. Virgile et moi étions rivaux. Il s'est avancé jusqu'au centre de mise au jeu. Je l'y ai retrouvé. Nous étions au moins 18 sur la glace. « Comment on fait? » ai-je demandé. « Pour marquer un but, on doit frapper un des poteaux. Interdiction de soulever la rondelle. »« Non! » « Non.
Non, avec autant de monde, je veux dire. Non, putain. Non, avec autant de monde, je veux dire. Comment on joue? Le souris et taper mon bâton avec le sien. Le souris et taper son bâton avec le sien. Ensemble, a-t-il répondu, comme on aurait dû le faire depuis le début. J'ai souri. Il a gagné la mise au jeu, mais ça m'était égal. Fin de Cheval indien de Richard Ouagamessé.